qu'on constate simplement, d'abord c'est une remarque de bon sens. Si j'ai 5 cubes et une boîte avec 4 cases, voilà, je peux peindre la boîte en vert, en bleu, en jaune, l'appeler APB, l'appeler Oukas, l'appeler comme je veux, il me restera toujours un cube dans la main. Voilà. C'est quand même facile de se dédouaner, c'est pas APB qui a créé des demandes des élèves, c'est pas APB qui crée les places, etc. APB il ne fait que de faire le calcul. Et le calcul qu'il fait, je suis désolé, est bien fait. Alors il y avait l'effet de la démographie, des générations 99-2001, on savait qu'il y aurait une tension en 2017 sur l'accueil. Ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'alors qu'on savait ça, on a pris toutes les décisions qui ont permis à APB de dire rien. C'est-à-dire que tout ce qu'il ne fallait pas faire a été consciencieusement fait. On ne sait d'ailleurs pas très bien par qui. Première décision quand même problématique. Jusqu'alors, il y avait un principe absolu qui était la priorité du bachelier de l'année. On considérait que l'élève bachelier de l'année, donc là, le bachelier de 2017, était prioritaire dans l'entrée en LA. D'accord ? Et qu'on traiterait dans un deuxième temps les réorientations de LA. On a décidé là que tout le monde serait traité pareil. M'interroge, ça veut dire qu'on reconnaît officiellement qu'on a le droit de choisir n'importe quoi en première année, qu'on peut toujours, on a le droit, alors du coup, le droit à égalité de changer d'avis la deuxième. Jusqu'au bout, c'est-à-dire une fois que la crise a éclaté, on a continué à voir apparaître des décisions abracadabrantesques. Vous savez qu'il y a l'affaire du 8 mai. Hein, il y a 3 tours, et au 3e tour, les 8 mai se transformaient en oui définitif. Ce qui permet, le 19 juillet, de figer tout le monde là où il est. Là, on a décidé, contre quand même le bon sens apparent, que l'on poursuivait le 8 mai jusqu'à la fin du mois d'août. Résultat des courses, des élèves qui se sont décidés le 19 juillet ont continué d'attendre. Si vous voulez, on se conduit un peu vis-à-vis des citoyens comme s'ils n'avaient aucune mémoire. Alors certes, on sait que c'est une conséquence des nouvelles technologies. Seulement les élèves, les parents, les établissements, les professeurs principaux qui s'appliquent beaucoup en terminale se rappelleront de manière très cuisante de cette année 2017. D'abord parce qu'on leur a caché certaines choses. Charles Bayon, on leur a presque menti, je pense, sur les pastilles vertes. Et au terme de ce processus quand même un peu douloureux, on jette par-dessus la fenêtre le produit qui était en place, qui était un produit qu'au contraire, les établissements avaient beaucoup cherché à populariser pour rassurer les parents et les élèves. Et je pense qu'en portant atteinte à APB, on porte atteinte de manière générale à tous les produits nationaux de régulation, y compris le produit qu'on veut construire à sa place. Si APB, que tout le monde avait défendu, était finalement un mauvais produit, qu'est-ce qui nous garantit que le produit à venir ne sera pas non plus un mauvais produit? Et je pense que c'est une regrettable erreur de communication. Dès l'instant où il y a plus de demandes que de places, il n'y a pas 50 000 façons de réguler la situation. Première solution, c'est qu'il y a assez de place pour tout le monde. Sur le papier, il y a, semble-t-il, assez de place pour tout le monde, sauf que si je veux faire médecine à Paris, ça ne me sert pas à grand-chose qu'il y ait des places vacantes en lettres classiques à Pau ou à Grenoble. Donc il faut encore que les places soient et dans les formations et dans les lieux où la demande existe. Donc première solution, créer assez de places. Deuxième solution, c'est de classer les dossiers. Ce qu'on sait faire traditionnellement très bien dans tout le milieu scolaire et universitaire, sauf qu'aujourd'hui, c'est interdit. Donc dès l'instant où vous n'avez pas assez de place et que vous n'avez pas le droit de classer les dossiers, on avait trouvé une solution qui était de tirer au sort. Si on décide de ne plus tirer au sort, eh bien, il ne reste que les deux autres solutions, soit créer les places, soit classer les dossiers. Et là-dessus, il y aura besoin quand même assez rapidement d'expliciter un peu les projets du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, en ce qui concerne les contrats aidés, ça trouble effectivement beaucoup un certain nombre d'établissements, pas tous, parce que beaucoup avaient déjà décidé qu'ils n'auraient plus de contrats aidés à cause de la politique de va-et-vient constant de l'État sur ce dossier, qui désorganise quand même chroniquement les établissements, mais un certain nombre d'établissements, et en particulier les collèges, pratiquement un collège sur 4, dit qu'il sera quand même très perturbé à la rentrée. Alors, c'est pas forcément une perturbation directement visible et immédiate. Si vous voulez, c'est plutôt des dysfonctionnements mineurs, s'accumulant, qui n'interrompront pas effectivement le fonctionnement, mais ça sera quand même globalement une dégradation de qualité de service. Alors aujourd'hui,
la réglementation et la position du Conseil d'État est sans ambiguïté. Une interdiction générale n'est pas possible dans le cadre d'un établissement. C'était le cas, par exemple, on peut se rappeler, au moment du port de signes religieux, il a fallu une loi, la loi 2004, puisque les règlements intérieurs des établissements qui les interdisaient étaient systématiquement annulés par le Conseil d'État. Donc là, c'est pareil, un établissement qui ferait une interdiction générale de portable dans son enceinte, et s'il y avait un recours devant la justice administrative, son règlement intérieur serait annulé sur ce point. Alors aujourd'hui, les établissements essaient de distinguer sur la question de l'usage des portables, et ce qui arrive partout, c'est que l'usage des portables est interdit pendant les cours. Si on passe à une interdiction générale du portable dans les collèges, d'abord ça demande le passage par la loi, tout simplement, et puis ça pose aussi des questions pratico-pratiques qu'il faudra régler. L'image des élèves qui mettent le portable dans un grand panier en osier, ce n'est pas possible, voilà, parce que chacun va reprendre un portable qui sera peut-être pas le sien, donc ça c'est pas imaginable, et ce qui se fait au Conseil des ministres se fait plus difficilement dans un collège, parce que les ministres sont des ministres et les collégiens sont des collégiens. Donc il y a quand même des questions pratiques sérieuses à régler. Elles ne sont pas insurmontables. Il faudra peut-être regarder ce qui a été fait dans les pays étrangers qui ont fait des interdictions générales, mais il ne faudra pas faire semblant que ces questions ne se posent pas. Par exemple, si on met des casiers dans les salles de classe et que les élèves doivent déposer dans un casier individuel sécurisé, donc forcément leur portable, et si le cours commence déjà par 10 minutes de dépôt de portable, là, ça pose quand même des problèmes de gestion de classe pour les professeurs, et toutes ces questions, il faudra les étudier et les mettre sur la table et pas sauter par-dessus elles comme si finalement tout ça n'était pas un vrai problème. Alors ça fait 2 ans qu'on réclame des mesures avec la principale organisation de commissaires de police quand même, pour l'anecdote. Nous constatons que depuis 2 ans, l'État n'a pris aucune décision et que même vénielle, l'idée par exemple de mettre une zone non-fumeur autour des établissements, même cette mesure-là n'a même pas été mise en œuvre, mais nous sommes aujourd'hui complètement rassurés, puisque Édouard Philippe a annoncé qu'il n'y aurait pas d'évolution. Ça veut donc dire que les élèves sont en sécurité devant les établissements. C'est une très bonne nouvelle. La seule chose qu'espèrent aujourd'hui les chefs d'établissement et les commissaires de police, c'est qu'ils auraient eu tort de soulever cette question. Et si le Premier ministre a décidé de ne prendre aucune décision, c'est qu'il estime que la sécurité des élèves est aujourd'hui assurée devant les établissements. Écoutez, le ministre a tout à fait le droit de souhaiter, de proposer d'ailleurs, que c'est ce qu'il a fini par dire, et qu'il y avait une mauvaise compréhension de son message, de souhaiter que les établissements rentrent en musique. Nous avons des données, puisque nous avons fait une enquête, à peu près un peu moins d'un collège sur 4 a fait la rentrée en musique, un lycée sur 10, voilà. Je pense que dans les questions qui se posent, l'idée de bien accueillir les élèves à la rentrée, oui, en musique ou autrement, parce que beaucoup de gens font autre chose. C'était une proposition sur la musique. Ceux qui avaient les ressources l'ont fait, ceux qui n'avaient pas les ressources ne l'ont pas fait. Je rappelle quand même que le souhait du ministre est arrivé dans les établissements qui, au mois de juin, étaient vides de professeurs et d'élèves. Alors on sait qu'à peu près un quart des établissements ont modifié ce qui était prévu, et alors, probablement beaucoup ont rétabli les classes bilingues, ont augmenté les horaires de langues anciennes. Certains ont peut-être déjà révisé l'organisation des EPI. On s'aperçoit qu'un établissement sur 2 envisage de ne rien changer du tout, et 1 sur 4 également peut-être le changer l'année prochaine. On sait aussi par d'autres enquêtes qu'on avait que beaucoup de collèges avaient mis en forme la réforme d'une manière très locale. Et que donc les adaptations ont déjà été faites avant que le texte ne soit voté. C'est d'ailleurs ce que dit le ministre. Le texte nouveau ne fait qu'entériner la pratique. Je pense surtout que ce qui s'est passé veut dire que les grandes réformes centralisées où on veut changer les pratiques des enseignants par des modèles d'organisation, c'est fini. Voilà. Je pense que ça doit nous servir de leçon là-dessus, et que le vrai changement, c'est pas de tripatouiller les horaires, de créer des modules de ceci ou de cela. Le vrai changement, il se passe dans la tête des enseignants grâce à la formation continue et nulle part ailleurs.
Si elle s'est appliquée sur ces éléments, son élément à nos yeux central, son élément central, c'est une ligne du Code de l'éducation qui dit que c'est le conseil d'administration qui organise les enseignements dans l'établissement. C'est une révolution culturelle si on l'applique vraiment. Et puis le deuxième point, c'est que les collèges ont des marges de manœuvre, 10% de moyens garantis à leur disposition pour s'organiser. C'est ça la vraie réforme. Le reste, c'était de la communication qui a d'ailleurs plus brouillé le message qu'autre chose. Et puis l'autre réforme, c'était de faire un programme du collège et non pas des programmes de discipline. C'est le travail qu'a fait le Conseil supérieur des programmes, et le SNP2N souhaite vivement que ces programmes tout neufs, après avoir dépensé quand même quelques centaines de millions d'euros à imprimer des manuels nouveaux, ne soient pas déstabilisés au bout d'un an. Ça n'interdit pas de poser des questions qui sont peut-être légitimes. Je ne suis pas un spécialiste de l'enseignement des lettres, mais c'est des questions de professionnels, et comme nous disons souvent, que je sache, s'il y a une controverse entre des médecins sur la meilleure thérapie pour soigner, je ne sais pas, le cancer du foie, le ministre de la Santé n'intervient pas dans ce débat. Et je pense qu'on devrait enfin passer dans une culture, dans ce ministère, où on respecte les professionnels. Voilà, ce sont les enseignants de français qui ont les élèves devant eux. Il faut respecter leur professionnalisme. Ce propos, d'ailleurs, ne concerne pas que le ministre de l'Éducation nationale. Et il concerne aussi, par exemple, ceux qui produisent certains programmes et qui n'ont pas vu d'élèves depuis longtemps et qui mettent souvent les professeurs en difficulté dans leur classe par les injonctions contradictoires qu'on leur donne. Donc le discours ministériel, autonomie des établissements, des équipes et confiance aux individus, mettons-le en œuvre et cessons de faire du prêchi, prêcha sur des enseignants comme s'ils étaient des exécutants, alors que ce sont quand même des cadres recrutés aujourd'hui au niveau Bac+5. Donc pour parler très trivialement, lâchons-leur enfin les baskets. Alors, ce qui rassure beaucoup, c'est que dans l'enseignement secondaire, il existe une tradition, sans doute influente d'origine de l'enseignement supérieur, qui est que l'indépendance, la liberté pédagogique et l'indépendance professionnelle des enseignants dans leur classe est une vraie réalité souvent. Et bien souvent, les enseignants appliquent les réformes qui leur sont données, les zigzags des réformes qui leur sont données, avec la même circonspection et la même prudence que les établissements, parce que tous ces gens ont devant eux des vrais élèves. La condition de la réussite, c'est que les moyens que ça réussisse arrivent. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas très compliqué à mettre en place. Le concept, alors peut être appliqué différemment selon les collèges, selon les ressources humaines disponibles, mais on voit, voilà, c'est mieux de s'occuper des devoirs à l'école que de pas s'en occuper du tout. Alors, en revanche, pour s'en occuper, il faut quand même du monde, et que si c'est du monde, il faut le payer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour l'instant, l'argent n'est pas là, et que donc il faut régler ce problème des ressources effectivement des collèges pour pouvoir encadrer devoir faire.